Ils étaient spécialisés dans le vol avec effraction, parfois en menaçant leurs victimes avec des armes blanches. Ils poussaient même le cynisme jusqu'à violer certaines de leurs victimes. Ces dangereux délinquants ont été arrêtés par la police et leur réseau démantelé. Vous verrez dans ce journal comment ils procédaient. Dans ce journal également, la suite de notre série de sujets sur le FESPACO à quelques jours de la 26e édition et 50e anniversaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Après l'histoire hier, nous revenons ce soir sur quelques grands noms du cinéma qui ont marqué la vie du FESPACO et qui nous ont malheureusement quittés. Et puis, le monde de la mode pleure Karl Lagerfeld, celui qu'on surnommait le Kaiser, l'empereur, le pape de la haute couture, est décédé ce 19 février à l'âge de 85 ans. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Après plusieurs semaines d'enquête menées conjointement par différents services de la police nationale, 3 réseaux de délinquants dangereux ont été démantelés. 7 parmi eux ont été arrêtés. Ils étaient spécialisés notamment dans le vol, mais aussi parfois ils violaient certaines de leurs victimes. Ils ont été présentés à la presse aujourd'hui même. Comment procédaient-ils et comment est-ce qu'ils trouvèrent les cibles? Vous allez voir tout à l'heure les explications des policiers qui nous donnent. Ils étaient devant Abdourazak Traoré. Ils sont jeunes, âgés de 30 et 32 ans et sont employés de commerce. Leurs cibles, ce sont les domiciles, les boutiques et les restaurants. Dans leur cabale, ils volent avec effraction. Ils se déplacent à 2, voire à 3 à moto pour effectuer leur besogne. La spécialité de ce gang, il agresse sa victime, la viole sexuellement et la dépouille de ses biens. 2 filles sont passées à la casserole le 2 février dernier. Le deuxième groupe de malfrats, lui, excelle dans les vols et les recels d'engins à 2 roues dans les lieux publics. Il cible l'usager, le file jusqu'à identifier un lieu idéal où il l'assomme avant de s'emparer de son engin. Il dispose également de moyens permettant de décondamner toute moto. Chacun en a été victime. J'avais cours à 17 h. Donc bon, je partais chez moi au bureau. Donc bon, je suis arrivé dans la cour. J'ai déposé la moto. Maintenant, le temps de monter, prendre mon sac et revenir, ils ont pris ça. La dernière bande organisée est pilotée par un militaire radié en 2011. Son acolyte est toujours en cavale. Ils sont spécialisés dans le vol de numéraires. Leur dernier coup remonte en fin janvier dernier, où 16 millions de francs CFA ont été dérobés devant une boutique à Ouagadougou. Fait marquant dans l'appréhension de ces 3 groupes, plusieurs membres sont des repris de justice et au commissaire de police d'exprimer son impuissance. Bon, nous avons remarqué comme vous qu'effectivement, quand ils rentrent là-bas, ils ressortent un peu avec, en tout cas, plus d'expérience dans la criminalité. Ils partent à la maison avec le niveau CP1, ils ressortent avec le bac. Et quand ils rentrent avec le bac, ils sortent avec le Master 1. Peut-être que ça, c'est au niveau du milieu carcéral qu'il faut qu'on voie s'il y a quelque chose. Mais là-bas aussi, ce n'est pas simple. Parce que j'ai remarqué qu'une prison qui était censée contenir 600 personnes, c'est avec 12 000 personnes. Même entre nous, ça peut aller comme ça. Si, madame, votre famille, vous avez planifié pour avoir 2 enfants, vous retrouvez avec 12 enfants, c'est pas sûr que l'éducation ne va pas prendre un coup. Cette collaboration entre le service régional de la police judiciaire du centre, la direction de la sûreté de l'État et la brigade anticriminalité a permis de saisir 27 motos, des bouteilles de gaz, 1 million de francs CFA et autres marchandises diverses. Certaines mobylettes n'ont pas pu être identifiées. Tout usager ayant perdu sa mobilette à Ouagadougou est donc prié de se rendre au commissariat de Ouemtenga pour vérification. Séance tenante, 20 victimes sont rentrées en possession de leur motocyclette. Ça m'a été arraché, m'ont vraiment fait de la peine. Je venais à peine d'accoucher. Je suis rentrée chez moi et le lendemain, le voleur il est venu me prendre ma moto pendant que je venais d'accoucher en césarienne. Un grand soulagement et merci à la police. Et sans transition, on passe au procès du putsch manqué de septembre 2015 avec l'audition des témoins qui se poursuit. Ceux de la hiérarchie militaire au moment des faits continuent de se succéder à la barre. Ce 19 février, c'est le chef d'état-major de l'armée des terres qui a été interrogé. Le résumé de l'audience avec Luc Pabelgem.
C'est un des chefs militaires au moment des faits qui était à la barre ce matin pour son témoignage. Il s'agit du colonel-major Aboyinga Kaboré. Il était chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits, mais riche de son expérience d'avoir été commandant de la première région, deuxième région, troisième région militaire, d'avoir été commandant du groupement central des armées et maintenant chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits. Il dit en tout cas qu'en ce qui concerne les mouvements des troupes au niveau de Ouagadougou, les chefs militaires et la hiérarchie militaire n'étaient pas associés au départ, mais par la suite, il fallait recadrer ces troupes-là parce que suite à la mutinerie de 2011, il n'y avait plus d'armement au niveau de pas mal de garnisons et tout était sous la coupe du RSP. Il fallait jouer avec le temps afin de permettre à ces troupes-là de se réarmer, ce qui a été fait. Eux, ils ont rencontré les troupes pour donner quelques instructions, mais il était au contact permanent avec les commandants des régions militaires. Et quand toute la logistique était réunie, le 29 septembre, ils ont procédé à une frappe au niveau du camp Nabakom 2. Mais avant cette frappe, il fallait faire des analyses, des calculs, puisque l'objectif, ce n'était pas de tuer, l'objectif, c'était de dissuader. Et toutes ces précautions ont permis d'éviter un bain de sang et il s'en réjouit d'ailleurs. Donc, lui, il s'inscrit en faux quand le général dit que la hiérarchie militaire l'a accompagné dans ce forfait. Le général a eu à dire devant le président du tribunal, si depuis lui il demande l'inculpation des chefs militaires, c'est parce qu'il a tenté vainement de faire libérer ses co-accusés. Et comme cette tentative n'a pas prospéré, lui demande que les chefs militaires aussi puissent être dans le box des accusés avec lui parce qu'ils l'ont accompagné dans ce forfait. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ceux qui sont présentés comme les chefs militaires ou la hiérarchie militaire rejettent tout en bloc. Ils n'ont accompagné aucunement le général dans cette affaire de coup d'État. Venons-en maintenant à cette session du Haut Conseil pour le dialogue social. C'est une assemblée plénière consacrée notamment à l'adoption d'un plan d'action du HCDS après la mise en place d'un organigramme et d'un règlement intérieur. Ce plan d'action devrait permettre au HCDS de déployer ses mécanismes d'intervention sur le terrain. Le compte rendu de John William Somba. C'est parti pour la première session de l'année 2019 du HCDS, le Haut Conseil du dialogue social. Lancé ce 19 février et en présence de tous les conseillers du HCDS, cette session durera 4 jours et intervient moins d'une semaine après la formation sur le dialogue social et la résolution des crises dans notre pays. C'est l'examen et l'adoption du plan d'action du Haut Conseil du dialogue social. En fait, c'est le plan stratégique que nous allons adopter qui va guider notre action pour le reste du temps du mandat qui nous a imparti. Donc c'est un plan qui court de 2018 à 2021. Et vous savez, on ne peut pas bouger sans une boussole. Et c'est l'objet justement de cette première session de l'année 2019. Cadre stratégique pour le bon fonctionnement du HCDS. La première session de l'année 2019 a été l'occasion pour le président Domba Jean-Marc Palme de revenir sur des actions majeures réalisées par sa structure, non sans marquer une dose d'agacement lorsque l'utilité de la mise en place du Haut Conseil lui est demandée. Bon, vous les journalistes, c'est ce que je tiens à vous reprocher. Vous ne vous informez pas et vous lancez des anathèmes. Qui sait que c'est nous qui avons réglé le problème des routiers qui avaient tendu le pays ici? Allez à l'information d'abord et vous pouvez pas se poser les critiques. Nous sommes d'accord qu'on nous critique, mais qu'on nous critique sur des bases saines et à partir d'éléments précis. Ensuite, là, il faut aussi comprendre le rôle de l'institution qui a été créée il n'y a même pas longtemps. Comment nous bougeons? Quelles sont les difficultés? Vous n'en avez que... Attendu au pied du plancher dans le domaine de la cohésion sociale, le HCDS voit à la session actuelle une occasion pour déboucher sur un plan d'action efficace et efficient avec notamment des actions fortes. Nous avons d'abord le rôle de pompier que vous nous prêtez. Et à cet effet, nous avons demandé à rencontrer un certain nombre de ministères pour justement discuter quelle est la situation. Ensuite, dans le plan d'action, il va nous falloir établir la carte des risques. Ça nous permettra de voir quels sont les domaines où il y a des problèmes qui peuvent se profiler à l'horizon, discuter avec, faire des études et faire des propositions. N'oubliez pas que nous sommes en fait une structure de proposition. Nous ne sommes pas une structure de décision. Nous proposons à l'autorité qui voit la pertinence et qui prend des actions en conséquence.
Si le plan d'action n'est qu'à la phase de l'élaboration, son adoption devra s'inscrire en droite ligne des missions qui sont assignées au HCDS. La crédibilité du Haut Conseil pour le dialogue social passe nécessairement par le plan d'action qui sortira de cette première session. Toute autre chose à présent. Progressivement, le financement du bitumage de la RN10 reliant Tougan à Waïgouya est en train d'être bouclé. Hier, ce sont 18 milliards de francs CFA du fonds cohétien qui ont été engagés sous forme de prêts. Le protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'économie et des finances et le directeur du fonds cohétien, Rémi Lambert-Nébier. C'est l'un des tronçons de la route nationale numéro 10 reliant Tougan à Waïgouya qui vient de se tracer dans cette salle du ministère de l'économie, des finances et du développement. En accordant 8 milliards de francs CFA sous forme de prêt au gouvernement burkinabé, le Fonds cohétien pour le développement économique et social en Afrique finance partiellement le bitumage de cette route communautaire dont la réalisation a un coût total de 39 milliards de francs CFA. Ces travaux portent, comme vous le savez, sur une longueur de 94 km. À l'occasion de ces travaux, il sera procédé au bitumage de 10 km de voirie urbaine dans la ville de Waïgouya. La région bénéficiera également de 6 marchés, la construction de 16 forages, de nombreux autres travaux connexes vont entourer et accompagner cet important projet. Vous avez le Fonds cohétien a joué un rôle très important pour aider l'économie du Burkina depuis une trentaine d'années. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va discuter de nouveaux projets, faciliter les financements nécessaires pour des projets importants de l'économie. Et ces futurs projets à financer par le Fonds cohétien pourraient être également des projets de réalisation d'infrastructures routières, puisque le Burkina Faso en a déjà formulé la demande. C'est le Fonds cohétien qui participe aux côtés donc, de la BADEA au financement des travaux de bitumage de la route Waïgouya-Djibo. Et nous avons profité de l'occasion pour faire le point de l'état d'avancement de ce dossier, et nous sommes heureux de constater que très bientôt l'avis de non-objection que nous attendons afin de lancer en tout cas le démarrage de la revue de ce projet pour sélectionner les entreprises. En tout cas, nous nous réjouissons de ce que dans les heures qui viennent, nous allons recevoir cet avis de non-objection. Alors, je saisis également l'occasion pour dire que nous avons sollicité, le gouvernement a sollicité le Fonds cohétien pour la poursuite donc, de la route de Djibo jusqu'à Dori. En 3 décennies de partenariat, le Fonds cohétien a investi plus de 100 milliards de francs CFA dans plusieurs secteurs de développement socio-économique du Burkina Faso. Il a un capital de plus de 22 milliards de francs CFA. C'est un établissement bancaire qui veut compter sur le plan national et même international. Et pour cela, IB Bank s'est doté d'un siège à la hauteur de ses ambitions. Il a été inauguré le week-end dernier. Madina Sienou. Composé de 5 étages, d'une cinquantaine de bureaux, de 2 halls commerciaux et d'une salle de conférence entre autres, ce tout nouveau bâtiment, situé dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, sert désormais de siège de IB Bank, International Business Bank. Avec un capital de plus de 22 milliards 800 millions de francs CFA, l'ancienne banque de l'habitat du Burkina Faso ambitionne devenir une institution bancaire de référence au plan national et même international. Cet édifice consacre ainsi le nouvel élan d'une banque moderne, performante et compétitive. IB Bank se veut une banque universelle pleine et entière. Elle intervient dans la banque de détail, le corporate et le financement de l'habitat. Avec ses équipements modernes et ses installations de dernière génération, entretenues par un personnel hautement qualifié et dynamique, IB Bank est aujourd'hui capable d'offrir les meilleurs services bancaires à sa clientèle. Alliant sa dénomination et son slogan, IB Bank entend se positionner comme un acteur majeur et privilégié des affaires au Burkina Faso et au-delà des frontières. Pour le Premier ministre Christophe-Joseph Marie Dabiré, l'atteinte des objectifs du PNDS, le plan national de développement économique et social, passe également par la dynamisation du secteur privé burkinabé.
Aujourd'hui, on constate que notre économie évolue favorablement grâce à un secteur privé dynamique. Ce n'est plus l'État, mais c'est essentiellement le secteur privé qui doit se mobiliser à travers la Chambre de commerce, à travers toutes les institutions qui travaillent pour réaliser des investissements dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine bancaire, pour que tous ces efforts-là convergent vers le développement économique et social de notre pays. Présente dans les villes de Bobo-Dioulasso, Waïgouya, Koudougou, Tenkodogo et Dédougou, IB Bank entend s'implanter dans les prochains jours dans d'autres villes du Burkina Faso et dans la sous-région. Les centres de formalité des entreprises poursuivent leur politique de décentralisation. Objectif, être plus efficace et plus rapide en se rapprochant davantage des usagers. Eh bien, un bureau de CEFOR a donc été installé dans la région du centre. La région du centre dispose désormais d'un bureau des centres de formalité des entreprises. En procédant à l'ouverture de ce bureau, le CEFOR s'inscrit dans sa dynamique de se rapprocher davantage des opérateurs économiques. On a voulu quand même déconcentrer pour créer ces deux centres, celui du CESAI, du CEFOR, du CEFA, pour que les formalités puissent se tenir en un seul lieu, en un temps record, en économisant le temps d'attente et en efficacité. Vous savez, au niveau du CEFOR, il y a beaucoup de monde. Tu peux aller le matin, au soir, pour avoir même la place difficile. Avec le notaire, ça va nous aider en temps, en report et puis en qualité. Il est important qu'en affaires, nous gagnons du temps. Vous savez, si vous partez du matin pour avoir un registre le soir, même dans notre classement du business, ça prend un coup. Donc, je suis très heureux, satisfait et content de ce guichet. En rappel, la mission principale du CEFOR est de permettre aux opérateurs économiques d'accomplir en un même lieu les formalités et les déclarations d'entreprise que sont le registre du commerce et du crédit immobilier, le certificat d'immatriculation à l'identifiant financier unique, le certificat d'immatriculation au service de sécurité sociale et la carte professionnelle de commerçant. Le métier de tissage au centre de la politique de création d'emplois du ministère en charge du commerce et de l'artisanat. Il est prévu la création de plus de 5000 postes à Bobo-Dioulasso. Près de 100 femmes ont été dotées de matériel de tissage. Mathurin Caboret, Justin Dabiré. Les femmes des Hauts-Bassins sont heureuses. Elles sont bénéficiaires de 100 métiers à tisser octroyés par le ministère en charge du commerce. Dans le cadre du développement socio-économique de la filière textile habillement au Burkina Faso, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a pris l'initiative d'accompagner les associations évoluant dans le secteur du textile habillement. Pour ce faire, sur une sélection de 129 dossiers au niveau national, 29 sont retenus, dont 11 dans les Hauts-Bassins. Des promesses sont également faites aux femmes de la région. Sur un total de 500 métiers à tisser qui seront offerts aux 59 associations, la région des Hauts-Bassins bénéficie de 100 métiers à tisser. Je voudrais vous inviter à en faire un bon usage. Vous avez remarqué hier, l'unité de grillage du coton est en train de se faire à Koudougou. Un travail de fond est en train d'être fait pour que Faso Fanny renaisse de ses cendres. Et on avait annoncé le projet ASTA, qui va permettre donc de créer 12 000 emplois dans le domaine qui va donc du fil jusqu'au t-shirt. Et ce projet qui avait été annoncé, vous vous rappelez très bien, pour être implanté à Ouagadougou, suivant donc l'ensemble de vos sollicitations, il a été donc divisé sur 3 sites. Un site à Ouagadougou, un site à Koudougou et un site à Bobo. Le site de Bobo crée... À cette cérémonie de remise de métier, la FILSA, la filature du Sahel, offre 60 fils à tisser aux femmes. Son premier responsable parrain de cette cérémonie réaffirme son engagement à accompagner les acteurs du secteur. Je voudrais une fois de plus solliciter l'appui de votre département pour redoubler de vigilance dans l'assainissement du marché du fil de tissage dans notre pays par une lutte sans merci contre la fraude. Je voudrais cependant rassurer les actrices et acteurs de la filière, et vous-même, monsieur le ministre, de l'engagement de la filature du Sahel à ne ménager aucun effort pour continuer à offrir du fil de qualité à un coût abordable.
toutes choses en conformité avec nos ambitions d'arriver à une plus grande valorisation de notre coton pour répondre aux attentes du plan d'industrialisation accélérée PIA. C'est un sentiment de reconnaissance qui anime les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de l'affirmer. Un grand merci. Ce métier-là sera bien utilisé par les femmes et va bénéficier beaucoup de familles. Ça veut dire que le chômage va diminuer. Par exemple, le cofatrice coopérative Faso Facile a créé 10 métiers. Si 10 métiers, 5 femmes participent là-bas, ça veut dire que c'est le chômage. Vraiment, on remercie cette initiative. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kabore, informe les associations non bénéficiaires que la deuxième phase de sélection de dossiers est ouverte et s'achève le 1er mars 2019. Culture maintenant, et on parle du FESPACO, vous le savez, dans quelques jours, ça sera la 26e édition et le 50e anniversaire du FESPACO. Et quand on dit FESPACO, on se souvient certainement de ces noms prestigieux, Samben Ousmane, Sotigui Kouyaté, Oumarou Ganda ou encore Missa Ebie. Ils nous ont quittés. Pourtant, ils ont laissé une marque indélébile sur le plus grand festival de cinéma africain. Alfred Thioye revient sur ce qu'ils ont fait pour le FESPACO. Il incarnait le cinéma burkinabé, il en était la figure de proue. Au-delà des frontières du pays des hommes intègres, il était une virtuose du cinéma africain, qu'il aurait été heureux de célébrer ce jubilé d'or du FESPACO, ce festival qu'il a vu naître et grandir. Mais hélas, le maestro, l'immense Idrissa Ouedraogo, ne sera pas de la partie. Parti un peu trop tôt quand on sait les ambitions qu'il avait pour le cinéma burkinabé, son parcours est tout de même éloquent. Grand prix du jury à Cannes en 1990 et Talon d'or de Yenega en 1991 avec Tilay. Né le 21 janvier 1954, il a tiré sa révérence le 18 février 2018, privant ainsi le cinéma burkinabé de l'une de ses mamelles. Un grand absent de cette édition cinquantenaire. Son absence au FESPACO est toujours remarquable quand bien même sa dernière participation remonte aux années 2000. Ousmane Samben, l'une des figures emblématiques du cinéma africain, manquera à l'appel des hommes et des femmes qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du FESPACO. L'écrivain, réalisateur, acteur et scénariste sénégalais aura donné de l'éclat au FESPACO qu'il a contribué à porter à bout de bras. Sa première participation remonte à 1969, à la naissance même du FESPACO. Si la mort ne l'avait pas arraché à l'affection des siens le 9 juin 2017, Si la mort ne l'avait pas arraché à l'affection des siens le 9 juin 2007, le doyen des anciens, comme on l'appelait, aurait sans doute été aux premières loges des invités de marque de cette 26e édition cinquantenaire. L'autre grand absent de cette édition cinquantenaire, c'est le Burkinabé Sotigui Kouyaté. Son nom rime avec succès et gloire. Il est l'un des plus grands acteurs africains contemporains. Mais pas seulement, sa vie, une sève nourricière pour la culture africaine. Il est le père du réalisateur Dani Kouyaté, du conteur Hassan Kassi Kouyaté et de l'acteur Mabo Kouyaté. Sotigui a incarné des grands rôles dans de nombreux films. L'un des plus célèbres est celui de son fils Dani Kouyaté, Sia le règne du Python. Né en 1936 à Bamako, il est décédé le 17 avril 2010 à Paris en France et inhumé à Ouagadougou. Oumarou Ganda, nationalité nigérienne. Il est le premier talent d'or de Yenega en 1972 avec Oazou, un film fiction qui traite de polygamie. Le cinéma africain est en plein essor et le FESPACO fait son bonhomme de chemin. Oumarou Ganda est sacré lauréat de la première édition de la compétition. Les lauréats se sont succédés, mais son nom reste intimement lié à ce festival du cinéma africain. La liste des grands absents au FESPACO 2019 est longue. Une chose est sûre, les âmes de ces grands acteurs du 7e art africain planeront sur l'édition cinquantenaire. Voilà, du cinéma, on passe à la mode avec cette disparition qui secoue le monde de la haute couture. Il était surnommé le Kaiser, le pape ou encore l'empereur de la mode. Le couturier Karl Lagerfeld est décédé aujourd'hui même à l'âge de 85 ans. Karl Lagerfeld était un créateur de génie, un styliste de talent, grand photographe de mode aussi. Il a eu une carrière unique et hors norme. Le monde de la mode est en deuil. Karl Lagerfeld est décédé ce mardi à l'âge de 85 ans. Le couturier avait été admis en urgence à l'hôpital lundi soir. Il est décédé dans la matinée à l'hôpital américain de Paris. Depuis plusieurs semaines déjà, sa santé était en question. Le styliste allemand était apparu très affaibli lors de ses dernières sorties en public. En janvier, il a manqué le défilé haute couture de Chanel dont il était le directeur artistique.
Karl Lagerfeld n'avait pas d'enfant. Les raisons de sa mort n'ont pas encore été révélées. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Merci de votre fidélité.